Avocat très médiatisé, présent dans les affaires les plus diverses, engagé à gauche pendant sa jeunesse et à l'époque défenseur des droits des immigrés, puis un virage à droite, beaucoup de déceptions, peut-être un peu de rancœur, et aujourd'hui, il est le président du comité de soutien de Marine Le Pen. Gilbert Collard, c'est toute une histoire et elle peut nous apprendre beaucoup, bien sûr, sur Marine Le Pen elle-même. C'est la première fois que Gilbert Collard a l'occasion de s'expliquer plus longuement sur ses engagements. Il est l'invité de C'est Politique. J'habite là, alors je ne l'ai pas fait exprès, ça s'appelle rue Paradis. Il est au paradis. Maître Gilbert Collard s'est trouvé une nouvelle maison, la Maison Marine. Et qu'importe les candidatons, pour lui, la candidate du FN est la cible d'un mauvais procès. C'est tellement facile d'avoir une bonne conscience en désignant l'autre comme un salaud. Vieille histoire, hein. Acquis tout entier à la cause marine, l'avocat marseillais en ferait presque oublier sa propre histoire. Il y a 15 ans, il plaide contre les colleurs d'affiches du FN, accusé d'avoir tué un jeune Comorien. Tout ce qui a été raconté par Jean-Marie Le Pen, tout ce qui a été raconté par Maigret est faux. Pénaliste de renom, il s'illustre dans plusieurs grandes affaires, de celle de Carpentras au procès Cortex, sans jamais craindre d'allumer la mèche. Croyez-moi que vous m'aurez toujours sur votre chemin. Moi aussi, vous m'aurez toujours sur le dos. Parce que vous ne me faites pas peur. Comme je vous ai dit, Mario m'aura toujours Dégagez, sur le dos. monsieur. Voilà. Révolté selon ses propres mots, Gilbert Collard est difficile à suivre. Après le PS, il déclare sa flamme au Parti radical, 2 aventures, une à gauche, une à droite, 2 liaisons apparemment dangereuses. Ils m'ont tellement fait cocu. Été dernier, virage à 360 degrés. Gilbert Collard prend les rênes du comité de soutien de celle dont il a défendu la mère Pierrette dans son divorce avec Jean-Marie. Figure d'ouverture, caution morale du FN version marine, il se présente comme le maître parfait. N'ayez pas peur de nous rejoindre. Soyez certains que je serai, moi, intransigeant sur les questions de respect d'autrui. Encouragé par sa championne, Gilbert Collard vient d'annoncer sa candidature aux prochaines législatives. Il lui reste à espérer que la couleur marine lui porte chance. Et c'est une présentation signée Clémence Delabaume. Bonjour Gilbert Collard. Bonjour, vous allez bien? Moi ça va et vous? Oui, ça va, il a fallu revenir de Lille, mais Ah, vous puisque étiez quand c'est même à la pour être convention dans du votre FN à émission, Lille? c'est un plaisir. Ah bon, donc vous avez quand même fait un petit tour à Lille, il y a une convention FN depuis hier. Oui, vous le saviez pas? Si, mais je ne savais pas où vous étiez. Si, j'ai fait un tour, oui. Alors, vous êtes avocat, vous avez un parcours riche et varié, et là vous présidez le comité de soutien de Marine Le Pen. Alors, question simple et directe, qu'est-ce que vous faites là? Ça, c'est une bonne question. Je vous remercie. C'est une bonne question. Alors, comme vous l'avez rappelé dans votre reportage, j'ai été à une époque au Parti socialiste. Puis je l'ai quitté en publiant un article dans le Figaro Magazine, qu'on peut retrouver, parce que je sais que les journalistes aiment bien les preuves. 92, je crois. Oui, c'est ça, vous avez une bonne mémoire à ma place, c'est bien. Bon. J'ai fait un article qui s'intitulait « Comment peut-on être socialiste si Bernard Tapie l'est ?» Et je suis parti. Et puis, plusieurs personnes ont pu penser cela, mais est-ce que du coup ça a justifié d'aller de l'autre côté de l'échiquier politique? Parce que vous avez rejoint la droite. Cher ami, Oui. on va poser une règle. On va bien se tenir à table. Je pose une question, vous posez une question, je finis ma phrase. Vous commencez à parler, vous finissez votre phrase. C'est comme ça qu'on va apprendre à nos enfants à bien se tenir. Voilà. Alors, je vais essayer de finir ma phrase. Je vous écoute. D'accord, bon. Donc, j'ai quitté le Parti socialiste à ce moment-là, et j'ai, pendant quelque temps, été sans logement politique, un SDP, sans domicile politique fixe. Et puis, je me suis inscrit au Parti radical, comme je l'ai dit, avec beaucoup de franchise, parce qu'il faut bien se loger politiquement. Et puis, la vieille histoire d'amitié que j'avais avec Marine, que je n'ai pas tellement envie de raconter ici, parce qu'elle est liée à la période douloureuse de son divorce, du divorce de sa mère, pardon, a fait que notre amitié fraternelle, quand elle a pris la tête du front, l'a amenée à me demander si je voulais bien devenir président du comité de soutien. Et j'ai accepté, et je vais vous dire pourquoi. J'ai accepté parce que je suis brûlé de l'intérieur depuis très longtemps par une révolte. Et j'ai le sentiment qu'on est arrivé à un moment de notre histoire où il faut une rupture.
le modèle qui est issu de la libération est terminé. Il est fini. Et ce n'est pas en utilisant le système qui a causé les problèmes qu'on réglera les problèmes du système. Ce n'est pas de moi, c'est d'Albert Einstein. Mais c'est vrai. Or, tous les candidats sont complètement englués dans le système. Complètement. Il n'y en a aucun qui veut, une fois pour toutes, faire le ménage. Or, il y a une France, dont je fais partie, qui en a marre. À vous. Je suis désolée. Oui, non, je ne vous coupe même pas. Qu'est-ce que c'est le système? Ah, ça vous échappe? Non, je suis là pour poser des Le questions système, au cas où ça vous aurait échappé. Non, mais madame le juge d'instruction, depuis Eva Joly, on s'attend à tout. Hein. Bon, il peut y avoir des juges d'instruction chez les journalistes, puisqu'il y en a bien en politique. Hein. Bon. Je ne suis pas juge Bon, d'instruction. mais ça me permettrait de murmurer que je vous en félicite. Bon, surtout si vous deviez faire de la politique par la suite. Bon, le système, c'est quoi? C'est un ensemble d'hommes politiques qui sont issus, la plupart, des mêmes écoles, de la même mouvance, qui appartiennent, de près ou de loin, à des liens avec la finance, qui ont un but mondialiste, qui ont un but communautariste, et qui ne veulent pas voir l'horizon national. Et de l'autre côté, il y a un peuple de France, que l'on caricature, que l'on insulte, et qui, lui, sans être raciste, sans être xénophobe, sans être méchant, a, à l'intérieur même de sa diversité, un horizon national. Et moi, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, qu'on m'insulte ou qu'on ne m'insulte pas, je veux que ma France, elle continue à vivre, vous voyez. Voilà. Alors, j'ai cet horizon national, je l'ai, je l'assume, je l'ai toujours eu. J'ai été contre le traité de Maastricht. Je vous rappelle un débat avec une représentante des Verts qui s'était assez mal terminée dans une émission d'Ardisson. J'ai toujours été contre l'euro, j'ai toujours été contre les atteintes à notre souveraineté et j'ai toujours considéré qu'on devait tout faire pour essayer de moderniser la France parce qu'on est dans un monde nouveau. Et nos vieux rhumatismes politiques que nous avons ne nous aident pas à changer l'image de la France. Et quand je vois le discours de M. Nicolas Sarkozy, j'ai l'impression que le rhumatisme va continuer longtemps, voyez-vous. Nous y venons, ne vous inquiétez pas, on va en parler longuement. Bon, vous soutenez Marine Le Pen, que vous le vouliez ou non, derrière Marine Le Pen, il y a un parti, le Front National, qui a une histoire. Vous avez été avocat, vous avez fait partie du MRAP, du mouvement contre le racisme. Oui, absolument. Vous avez défendu le droit des immigrés, vous avez défendu Et un je continue, Comorien qui a été tabassé par des colleurs d'affiches du FN. De M. Maigret, je précise. Bon, comment vous faites avec cette histoire du parti auquel vous êtes affilié, que vous le vouliez ou non, de fait, puisque la présidente vous la Non, soutenez? mais ça ne me gêne pas, ça, moi. Ah bon? Pas du tout. Pourquoi ça devrait me gêner? Il me semble, oui. Et pourquoi? Il y a des petites contradictions. quand même. Lesquelles? Alors, est-ce que vous ne pensez pas que dans l'histoire du Front National, il y a une tradition de xénophobie? Mais il vous a échappé quelque chose d'important, me semble-t-il. C'est qu'aujourd'hui, à la tête du Front National, il n'y a pas Jean-Marie Le Pen, mais il y a Marine Le Pen. Et qu'elle a clairement exprimé, mais vous ne voulez pas l'entendre. Non, mais moi, vous ne savez pas qui je suis, alors arrêtez de me prêter des intentions. quand je dis vous, je ne vous vois pas. D'accord. Je vois les gens Répondez-moi qui sans arrière-pensée, s'il vous plaît, attendez, qu'on soit maître. clair. Quand je vous dis vous, je parle aux gens qui sont derrière vous. Bon. Je ne sais pas qui est derrière moi. Bon, Bon, allez-y. Très bien. Il doit y avoir des gens de toutes opinions, Je sais forcément, pas. et on les salue au passage. Quand même, on oublie toujours, quand on s'adresse à un journaliste, que derrière, il y a tout un monde qui écoute. Bon. Marine a très clairement indiqué la conduite de son mouvement. Elle a, si tant est qu'on ait pu, et là, je voudrais qu'on me donne quand même des éléments, repérer à des moments donnés des signes de xénophobie, elle a clairement dit qu'elle condamnait le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Et d'où je viens, vous l'avez rappelé, merci, vous pourriez m'accorder quand même que je ne m'acoquinerai pas avec une jeune femme qui serait raciste, xénophobe ou antisémite. Donc, on admet que des mouvements évoluent. Hein, bon. Pourquoi ne pas admettre que Marine, aujourd'hui, à la tête de ce mouvement, a provoqué une évolution qui est à enregistrer. Bon, maintenant vous allez me dire Jean-Marie Le Pen. Oui, voilà, bon, c'était ça ma question. Jean-Marie Le Pen, c'est qui Jean-Marie Le Pen? Jean-Marie Le Pen, c'est mon père.
C'est un emmerdeur. C'est un emmerdeur. Mon père était un emmerdeur. Mon père Est-ce qui a que c'est été... un raciste, un Mais antisémite? non, Vous avez un peu ces mots, je voudrais savoir. Non, mais non, Vous, mais non, vous, non. qu'est-ce que Moi, vous en pensez? écoutez, bon, j'ai eu des relations très tendues avec lui. Et pour cause. Vous avez Pendant- défendu J'ai été l'avocat de Pierrette Pierrette. Le Pen. Bon, et puis, il a bien fallu que l'on se parle. J'avais, je dois le dire, une admiration réelle pour l'orateur. Parce que moi, j'aime les gens qui emploient le subjonctif. Tiens, un scoop. Pour la première fois de sa vie aujourd'hui, dans son discours, Nicolas Sarkozy a employé un subjonctif. C'est un hommage que vous rendez à Henri Guénaud, là ou... Je ne sais pas, mais c'est une évolution grammaticale qui me fait plaisir. Voilà, bon. On ne rappera plus dans les discours de Sarkozy, on subjonctivera. C'est un progrès. Bon, à part le subjonctif de mais- Jean-Marie Le Pen, qu'est-ce mais- que vous avez à dire sur lui? Bon, alors, donc, on va en parler franchement. Oui. Hein, je crois que c'est ce que... Moi, ça m'emmerde de Ça me raconter... plairait bien que vous en parliez ça, franchement. ça m'emmerde. Oui. Mais j'ai pas de raison de ne pas vous parler franchement. Si j'ai pas envie de vous répondre, je vous réponds pas. Voilà. Je m'en doute. Voilà. Mais j'ai découvert un homme qui est dangereusement libertaire. Bon. Qui est un provocateur. Qui est un jongleur de mots. Parfois, le mot retombe bien. Parfois, le mot retombe mal. Mais dans le concret, madame, qu'a-t-il fait de mal? Donc les mots ne sont pas des actes, c'est ce que vous dites. Les mots peuvent être, à un moment donné, quand ils sont reliés à l'exercice du pouvoir, des actes. Oui. Mais les mots, quand ils sont des jeux de mots, je vous renvoie à Freud et à l'extraordinaire étude qu'il a fait là-dessus, expriment tout autant ce que l'autre ressent que ce que l'homme dit. Je vais prendre un exemple. Quand il a parlé du fameux bal de Vienne, lequel avait été, je le rappelle, pour nos téléspectateurs, interdit par Hitler. Et puis de cette fameuse fraternité dans laquelle il y avait quand même 2 Allemands qui ont participé au complot contre Hitler et qui ont été exécutés. Il a dit c'était Strauss sans canne. D'accord? Quand j'ai entendu ça, j'ai fait comme dit ma fille, gloups. Et puis quand j'en ai discuté avec lui, en disant mais Jean-Marie, pourquoi vous faites des jeux de mots de cette nature? Il me dit mais où voyez-vous que mon propos aurait une résonance antisémite? Je dis mais Strauss sans canne. Il me dit, mais j'ai simplement voulu dire que dans ce bal, les femmes ne se feraient pas pincer les fesses. Mais par ailleurs, C'était peut-être d'un point de vue par criminologique ailleurs, pas mal vu. hier, il était sur scène à Oui. la fameuse Oui, convention. oui, Et il a cité Robert Brazillac, eh oui, eh oui, eh oui. écrivain, Oui, qui a été condamné pour collaboration. oui, condamné à dure. mort, oui, oui. 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 Quand vous entendez cela, vous dites c'est pas grave. Alors quand j'entends ça, je me dis, merde, c'est grave. C'est grave Et- pour vous, c'est grave. Attendez. Et je vais me renseigner. Et qu'est-ce que je découvre? Que des fascistes, des salauds, comme Paul Valéry, Paul Claudel, François Mauriac, Daniel Rops, Albert Camus, Marcel Aimé, Jean Paulhan, Roland Dorgelès, Jean Cocteau, Colette, Arthur Honegger, Maurice de Vlamingue, Jean Anouilh, Jean-Louis Barrault, Thierry Monnier ont demandé au général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire, la grâce du condamné. Bon. Alors, je me dis que quand même, il eût été habile qu'il ne prononça pas le mot de Brasillac. Du reste, Beau subjonctif, maître. merci. C'est pour pas rester en reste avec Sarkozy, parce qu'on on va avoir l'air d'arriéré linguistique. Bon. J'en ai parlé avec lui, je dis, mais pourquoi? Pourquoi? Mais c'est le plaisir de la provocation. De notre côté, Brasillac, que je n'aime pas, hein, bon, parce que ma famille a suffisamment souffert sous l'occupation pour que je n'ai pas d'affection pour M. Brasillac. Vous savez ce qu'il a écrit? Oui, il a écrit. Qu'est-ce qu'il a écrit? Alors, il a écrit un certain nombre de... Alors, Je voilà. reconnais humblement ne pas avoir lu Bon, Brasillac. c'est pas grave. C'est pas grave. Il a écrit peut-être la première histoire du cinéma. Il a écrit une étude extraordinaire sur la littérature grecque. Et il a composé des poèmes, notamment les poèmes de Phrène. Il reste un salaud. C'est sa part de nuit. Mais en même temps, il a accompli une œuvre littéraire. Et moi, je considère que on ne bannit pas un poète parce qu'il a eu un comportement de salaud. On ne le bannit pas de l'univers culturel. Mais j'aurais aimé, si vous voulez, pour être très franc,
que Jean-Marie Le Pen aille citer Colette. Voilà, ou bien Malraux. Mais il a cité un poème de Brasillac. Colette, qui, dans les années... Oui, Colette, vous savez, il n'a pas eu beaucoup peut-être pas le meilleur entre exemple. nous dans les années 30, comme vous dites. Si on se penche sur l'histoire, il n'y en a pas beaucoup qui ont été irréprochables. D'accord, mais qu'est-ce qu'il a fait de grand puisque vous parlez de Brasillac, écrivain au fond honorable, dites-vous. Non, mais je n'ai pas dit ça. Non, parce que vous comprenez. Mais Le Pen. Attends, non, mais on ne va pas revenir sur Brasillac. Je n'ai pas dit que Brasillac était honorable. J'ai dit qu'il avait été condamné, qu'il ne l'avait pas volé, mais j'ai rappelé quand même qu'un homme comme Camus, qu'un homme comme Mauriac l'avait défendu. Et ça n'est pas négligeable. Mais c'est au nom. C'est pas qu'ils étaient contre la peine de mort. Bon. C'est au nom, à tort ou à raison. C'est un débat, on l'a eu quand on a parlé de commémorer. Jean-Marie Le Pen. Oui, il vous obsède, hein. Mais écoutez, quand on soutient Marine Le Pen, c'est assez légitime de vous poser la question de votre rapport au père. Soyons clairs. Quel est votre rapport à ce père ? Soyons clairs, parce que je ne peux vous répondre que si votre question est dans la clarté. Et puis après, on parlera de sujets, si vous voulez, plus vous l'avez traité d'emmerdeur. Est-ce que c'est un emmerdeur qu'il faut écarter plus de Marine Le Pen ? Mais comme mon père, je vous disais... Mais pourquoi on ne l'écarte pas plus, alors ? Je vous disais que Jean-Marie Le Pen me fait penser à mon père. Mon père qui a été résistant, dont il était notaire, son étude a été confisquée par le régime de Vichy, elle lui a été restituée par décret de Michelet, ce qui n'est pas rien, pas l'historien, hein, le ministre, bon. Mais mon père était un emmerdeur. Mon père, il vivait dans la période historique que je ne connais pas, et j'ai sauté sur ses genoux, mais j'ai pas sauté sur Dien Bien Phu. Bon, c'est comme ça. Puis vous aimez bien la liberté d'expression. Vous avez soutenu d'ailleurs un jour un négationniste qui vous a valu d'être exclu du MRAP. Petit point, j'allais dire. Vous aimez qu'on ait la liberté de s'exprimer. Il a été relaxé. Donc il n'est pas négationniste, puisqu'il a été relaxé. Mais moi, je me battrai jusqu'au bout pour que mes ennemis disent du mal de moi. Je me battrai jusqu'au bout pour que les gens parlent. Honte aux peuples qui se taisent, disait Clémenceau. Vive les peuples qui parlent. Aujourd'hui, on ne peut plus parler. Il y a un linceul qui est tombé sur la liberté de parole. Dès qu'on dit un mot, on a des chirurgiens médiatiques qui viennent disséquer la parole sans jamais parfois la remettre dans le contexte. Je suis passionnément pour la liberté d'expression. Et quand on parle, on est jugé, c'est normal aussi. Oui, mais faut-il encore qu'on soit jugé honnêtement ? Non mais attendez, faut-il encore... On est d'accord, vous avez raison. Mais faut-il encore qu'on soit jugé honnêtement et que ce qu'on dit soit replacé dans le contexte de ce qu'on a dit ? Comme quand on parle comme ça sur un portrait de bribes de vie, faut-il encore les réinsérer dans la totalité d'une vie? C'est ce que j'ai tenté de faire avec vous. Si vous voulez qu'on parle encore, ce que je souhaiterais, il faut qu'on avance parce qu'on a beaucoup de choses. Bousculez-moi. Alors, comme à notre habitude, nous commençons par passer en revue certains événements marquants de la semaine. Maxime Beneteau a préparé pour nous le journal de la semaine de C'est Politique. Nouveau tour de vis et nouvelle scène d'émeute. Le Parlement grec vote lundi un 6e plan d'austérité. Le peuple se soulève. Athènes s'embrase. Nous n'avons plus de pension, nous devrons avoir des coupons alimentaires. Vous voulez la guerre civile ? L'Europe, elle, veut des réformes supplémentaires et reporte son aide financière. Un petit tour, et puis s'en va. Séduite par les valeurs du président candidat, Christine Boutin jette l'éponge et se rallie au chef de l'État. Au plus bas dans les sondages, Hervé Morin dépose les armes lui aussi. L'horizon politique se dégage pour Nicolas Sarkozy. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Depuis quand avez-vous pris cette décision ? Depuis plusieurs semaines. Fin du faux suspense. Ce mercredi, le président descend officiellement dans l'arène. Un slogan, la France forte, et une stratégie osée, incarner le candidat du peuple, voire le candidat anti-système. Double plaidoirie pour la famille Le Pen ce jeudi au Conseil constitutionnel. La candidate du FN milite pour l'anonymat des parrainages. Le même jour, son père est condamné pour des propos sur l'occupation allemande qui, selon lui, n'auraient pas été particulièrement inhumaines. Jean-Marie Le Pen plaide contre la pensée unique et annonce un pourvoi en cassation. Apparemment, les bas de laine étaient encore bien garnis. Vendredi, les Français ramènent leur dernier billet. Cette fois-ci, le franc s'est bel et bien terminé.
Il y a très peu de gens qui collectionnent les euros, hein. Alors que les billets en francs, il y a beaucoup de nostalgiques qui se les arrachent. La fin d'une époque et une bonne nouvelle pour les finances publiques. Il resterait l'équivalent de 500 millions d'euros dans la nature, 500 millions d'euros que la Banque de France devra rembourser à l'État. Alors, double actualité juridique du Front National cette semaine. D'abord, devant le Conseil constitutionnel, vous avez plaidé, enfin Marine Le Pen et ses alliés, pour qu'il y ait anonymat des signatures, des parrainages. Vous en êtes où là maintenant? Plus de 400 quand même. Vous n'avez peut-être pas besoin de cette décision du Conseil constitutionnel. Ça va marcher, non? Je ne sais pas, honnêtement. On en est à l'heure actuelle à 410 parrainages, si je ne me trompe pas. C'est du moins ce que Marine Le Pen m'a dit hier. Bon. Mais ce qui est vrai, et c'est extraordinaire d'entendre Nicolas Sarkozy prôner aujourd'hui le référendum et le contact direct avec le peuple, c'est que tout a été fait, et je le dis solennellement, par Nicolas Sarkozy et ses équipes pour nous empêcher d'avoir les signatures. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des pressions ont été faites sur les maires. Ça veut dire que l'UMP, avec ses réseaux, a fait des pressions sur les élus qui auraient pu apporter leur soutien. Voilà, tout simplement. Et les autres partis, il n'y a pas que l'UMP. Mais les autres partis refusent de donner leur signature. Vous avez bien vu la position des socialistes. Ils disent, nous, on ne donne pas de signature. Bon, ce qui n'est pas l'avis de tout le monde, mais pourquoi l'UMP ne dirait pas la même chose? Parce que, monsieur Nicolas, parce qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il y ait un affrontement entre M. Hollande et M. Sarkozy. Or, et l'un et l'autre, ceux qui se traitent l'un et l'autre de menteurs parce qu'ils sont peut-être tous les deux menteurs, savent très bien que, au cœur de cette élection, une jeune femme qui est portée vraiment par l'indignation populaire peut être là. Et ils veulent l'empêcher, parce qu'ils veulent empêcher 20% à l'heure actuelle. Un peu moins maintenant, un peu moins. Mais un peu moins maintenant, un peu plus demain, un peu moins après. En tout cas, la réalité, c'est qu'elle est au cœur de cette élection quand même, puisque Nicolas Sarkozy fait tout ce qu'il peut, et ça n'échappe à personne, pour récupérer les voix du Front National. Bon. Par ailleurs, pourquoi les grands partis donneraient leur signature? Mais pourquoi sommes-nous en démocratie, madame? Non, mais le sujet qui se pose, c'est peut-être qu'il faudrait qu'il y ait 2 signatures, 2 parrainages possibles. Non, ou alors mais s'il n'y en a qu'un, c'est normal qu'ils le donnent pour leur candidat, non? Ou alors, mais les candidats les ont, les signatures. Vous avez M. Dupont-Aignan qui va bientôt se rallier à Nicolas Sarkozy, j'en suis persuadé, qui a je ne sais combien de signatures. Bon, c'est fait exprès. Là encore, on touche au système. Et le Conseil constitutionnel, il est dans le système, vous avez confiance dans le Conseil? On veut empêcher Marine Le Pen d'être candidate. Pourquoi? Parce qu'elle est la seule qui porte la rupture avec le système. Alors, pour répondre à votre question, le Conseil constitutionnel, je ne vais pas vous dire, parce que je suis un vieux plaideur, que je n'ai pas confiance en lui au moment où il va rendre une décision. Bon, quand la décision sera rendue, selon laquelle je vous dirai ce que j'en pense. Bon, mais je rappelle quand même que c'est le général de Gaulle qui avait imposé l'anonymat et que par la suite, c'est M. Valéry Giscard d'Estaing qui l'a levé et que ça a suivi. Si vous ne les avez pas, ces 500 signatures, si le Conseil ne lève pas, ne donne pas la possibilité de l'anonymat, qu'est-ce qui se passera? Écoutez, chaque électeur qui aura été volé de son bulletin par des gangsters de la démocratie appréciera. Mais j'ai l'impression que ça risque de provoquer, au moment des législatives, de sérieuses réactions, voyez-vous. Je ne pense pas qu'on puisse prendre les Français pour des cocus contents, quoi. Je ne crois pas qu'ils se laisseront cocufier en étant contents et en allant au bal du 14 juillet. C'est la rue? Qu'est-ce qui va se passer? Ah non, c'est pas la rue. Non, moi je suis absolument hostile à tout mouvement de rue. Non, mais ça peut être une sanction terrible au moment des législatives. Ça peut être aussi, selon l'humeur de chacun, une sanction au moment des présidentielles. On ne sait pas. Comment voulez-vous savoir comment un électeur qui veut voter pour un candidat, je ne sais pas quel est votre candidat, je ne vous le demanderai pas, mais imaginons qu'on vous empêche de voter pour lui. Quelle serait votre réaction? Vous auriez le sentiment que l'homme qui va à Marseille dire qu'il est pour le référendum, qu'il est pour la démocratie, se fout de vous. Ce qui est vrai en plus. Bon, parce que le même Nicolas Sarkozy, qui passe soudain d'entrepreneur des pompes funèbres en reconstructeur de la France, il a bafoué le suffrage universel
En 2005, il l'a bafoué, quand il n'a tenu aucun compte de ce que le peuple avait dit, quand il a fait par la suite ratifier le traité de Lisbonne. Bon, il a empêché que les Grecs se prononcent... Vous parlez de 2007, là? Non, je parle de 2005. 2005 quand il y a eu le vote du traité. Bon, le peuple a dit non. Ouais. Et après, Nicolas Sarkozy a fait, par voie parlementaire, voter le contraire, mais le contraire de ce que le peuple voulait. C'est, dans l'histoire de la République, le plus grand camouflet fait au suffrage universel. Après, quand les Grecs voulaient recourir au référendum, il a dit non. Après, quand il a été question de voter par voie référendaire pour savoir si un pays entrait dans l'Union, il a dit non. L'homme qui a méprisé le suffrage populaire, il vient aujourd'hui piquant une idée de Marine Le Pen, puisqu'elle est pour la politique référendaire au cœur de son projet. Vous l'avez mauvaise. Il y a le recours au peuple. J'aime pas les pickpockets. Je n'aime pas les pickpockets. Bon, allez, on va en parler de votre ennemi, public numéro 1. Non, mais attendez, vous m'en mourrez d'envie, on y va directement. Ce n'est pas mon ennemi public numéro 1, parce qu'il n'est pas numéro 1. Entendu. Alors, la grande actualité politique de ce dimanche, je crois qu'au cas où on ne l'ait pas vu, c'est évidemment le meeting de Marseille. C'était cet après-midi. Nicolas Sarkozy a rassemblé 11 000 personnes, un long discours pour convaincre que tout président qu'il soit, il est désormais le candidat du peuple contre le système. Extrait... Ah bon, il découvre ça. Bon. Vous allez pouvoir commenter. Extrait préparé par Alice Malberg. Les ouvriers qui m'ont dit la semaine dernière, à la centrale nucléaire de Fessenheim, Monsieur le Président, ils nous ont vendus, savent bien que l'on ne croit pas en son pays quand on est prêt à arrêter des dizaines de réacteurs nucléaires en contrepartie d'un accord électoral qui se fait sur le dos de milliers d'ouvriers de la filière nucléaire française. Je préfère être à ma place. Je préfère tenir le discours de vérité que d'être à la place de ceux qui font cela. Parce que moi, je ne pourrais pas paraître devant ces ouvriers à qui on dit « votre emploi, nous le volons pour gagner la place que nous voulons ». Aimer la France, c'est refuser de promettre la retraite à 60 ans en sachant que dans moins de 10 ans, on ne pourra plus payer les retraites. Aimer la France, c'est refuser d'augmenter les dépenses et d'augmenter les impôts en pleine crise mondiale de la dette. Aimer la France, c'est refuser d'aborder l'immigration par la seule posture idéologique. Régulariser massivement, ouvrir les vannes, ce n'est ni plus ni moins qu'une faute. Quand on aime la France, on ne réduit pas la nationalité française à une adresse et on ne prend pas le risque du vote communautaire qui ferait peser sur les élus locaux une pression communautariste immense et voler en éclats notre pacte républicain. Quand on aime la France, on veut que la France soit maîtresse de son destin et maîtresse chez elle. C'est cela, aimer la France. On ne fragilise pas les institutions qui forment la trame de notre vie sociale. La famille, le mariage font partie de ces institutions qu'il ne faut aborder qu'avec infiniment de précaution. Quels que soient les bouleversements que la famille, que le mariage ont connus depuis des décennies, la famille, le mariage, restent des repères, restent des références profondément ancrées dans notre conscience collective et qui font partie de notre identité. Nous ne voulons pas que l'on sacrifie notre identité à la mode du moment. Alors, Gilbert Collard, vous voulez qu'on décline les choses les unes après les autres. Moi, je voudrais quand même qu'on ait un propos général au début. Là, il s'adresse exclusivement au Parti socialiste. C'est comme si vous n'existiez pas dans le paysage. Oui, sauf que il ferait bien de s'effacer pour laisser Marine Le Pen à sa place, parce que il est en train de tenir le discours, sauf que lui, il n'applique pas les solutions qu'elle tient.
Vous savez, dans mon pays de Camargue, il y a... c'est un pays de tradition taurine. Hein. Bon. Moi, j'aime bien ça, ma femme déteste. Bon, enfin, passons. Il y a un taureau qu'on appelle le Simbéo. Son rôle, c'est quand le taureau ne va pas rentrer dans le tauril pour se faire tuer, d'y aller avec une grosse cloche, une sonnaille, qui fait beaucoup de bruit, et le taureau le suit comme un con. Hein. Eh bien, Nicolas Sarkozy s'est mis la grosse sonnaille. Hein, voilà. Il teinte un peu, beaucoup, les idées de Marine, parce qu'il sait qu'il doit récupérer l'électorat du Front National. Mais qu'est-ce que vous allez faire alors contre ça ? Je vais vous dire une chose. Puisqu'on était dans la métaphore taurine. Les cornes. Je ne crois pas que les électeurs du Front National les porteront 2 fois. Hein. Je ne crois pas. Et c'est là où ils se trompent. Parce que quand ils parlent de l'immigration, hein, et excusez-moi, je déteste les chiffres, j'ai un peu la mémoire des poèmes, mais pas la mémoire des chiffres. Si vous voulez, on pourra en réciter un de Victor Hugo, certainement pas d'un poète maudit. Comme vous parlez des chiffres d'abord. À l'heure actuelle, le transformiste, il oublie qu'il y a eu 30 000 régularisations de sans-papiers chaque année pendant qu'il était au pouvoir. Qu'il y a eu... Vous savez ce qu'il va vous répliquer ? Il y a aussi eu presque 30 000 expulsions d'étrangers illégaux en France. Oui, mais il y a 550 000 immigrés en situation irrégulière, d'après M. Gourevitch. Et ce n'est pas discuté. Il y a eu 130 000 naturalisations. Il y a 200 000 nouveaux arrivants, c'est-à-dire l'équivalent de la ville de Rennes. Ah, mais c'est vraiment devenu votre combat, Gilbert Collard. Je pensais que sur ce sujet de l'immigration, vous qui aviez défendu notamment des illégaux ou des gens en train de se demander à avoir des droits, etc., ce n'était pas votre truc, quand même, l'immigration. Je vais être très clair avec vous. Je défendrai toujours les faibles. Mais j'ai un père qui a fait très tard un doctorat sur le canal de Provence. Et il m'a expliqué que l'eau, c'est la plus merveilleuse des choses. Elle apporte la diversité, elle apporte la richesse, mais on a inventé les écluses. Bon, il y a un moment donné où il faut savoir réguler. Vous m'avez envoyé un petit mot fort gentil quand j'ai été invité à cette émission. Vous avez peur ? Mais non, je ne vous ai jamais écrit, mais je ne sais pas de qui vous parlez. Attendez que je finisse. Je ne vous ai jamais envoyé un mot. Mais n'ayez pas d'inquiétude, attendez que je finisse. Vous m'avez dit que j'avais le droit de venir avec 30 personnes. Ah, la production a dû vous dire ça, voilà. Oui. D'accord, on est d'accord. Bon, je suis venu avec 30 personnes. Si j'étais venu avec 80 personnes, vous les mettiez où ? Mais vous avez vraiment l'impression qu'on est dans un pays où l'immigration n'est pas maîtrisée. Attendez, mais tout le monde le dit. La preuve, c'est que le Parti socialiste a décidé, dans son programme, qui comporte 4 lignes là-dessus, tous les ans, d'organiser une réunion parlementaire pour savoir le nombre d'immigrés qu'on fera rentrer. Bon, attendez, pensez... Ça sort d'où, ça ? Parce que ça sort du programme. Bon, ça a été dit, redit... Ils disent régularisation cas par cas, et puis expulsion mais c'est parce qu'ils sont embarrassés. Alors, quand on leur parle de quotas, ils disent non, pas du tout. Bon, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens. C'est pas... Moi, je n'ai aucune animosité, bien au contraire, à l'égard de l'immigré. C'est un malheureux qui cherche où il peut, comment survivre. Mais le pays ne peut plus. Voilà, c'est tout. Et il y a un nombre incroyable de pauvres, il y a un chômage qui augmente tous les mois, il y a une pauvreté qui est évidente, et il faut qu'on s'occupe d'abord, alors prenez-moi pour un salaud si vous le voulez, mais je l'assume, il faut qu'on s'occupe d'abord des gens qui ont un pays qui s'appelle la France. Ce qui ne veut pas dire pour autant, si vous permettez ce correctif, qu'on doit avoir une vision dévalorisante du malheureux qui vient ici parce qu'il sait qu'il aura l'aide médicale d'État, parce qu'il sait qu'il... Mais tout ça a une conséquence. C'est que financièrement, on ne peut plus. On a 1700... On dirait que vous avez le monopole de la France. Beaucoup de gens voient la France autrement et en parlent autrement. Et quelle est votre solution pour régler le problème ? Non, mais pas moi. Je suis le relais de mais le relais, publique. mais quel relais vous... Parce que tout va bien aujourd'hui. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a des logements pour tout le monde. Il y a du travail pour tout le monde. Et prenons les légaux, par exemple. Les immigrés légaux. Oui. Bon. Prenons, par exemple, un couple d'étrangers, légalement en France, ils font un enfant qui va être à 18 ans français, peut-être même à 13 ans s'il le demande. Est-ce que cet enfant, il est quand même encore en situation de devenir français, mais est encore étranger pendant son enfance ? Il n'y aura plus d'allocation familiale pour lui ? Mais si vous êtes au pouvoir ? Mais si c'est ce qui est écrit dans le programme du FN. D'accord, je sais bien, je le connais, je l'ai un peu lu. Mais s'il se trouve en situation régulière, s'il
acquiert la nationalité française par la naturalisation, s'il veut devenir français, ce qui n'est pas une honte, Et s'il ne veut pas, mais qu'il veut juste résider, légalement, on a le droit. Eh bien, s'il ne veut pas être français, tant que la France, malheureusement, n'aura pas les moyens, eh bien, il ira dans son pays, puisqu'il a la chance d'en avoir un. Nous, ce qu'on voudrait, voyez-vous, donc il n'y aura pas d'allocation familiale pour cet enfant-là. c'est qu'on puisse continuer à avoir un pays. Voilà. Alors, je sais bien que les bonnes âmes... Mais il n'est pas expulsable, vous comprenez celui-là. Oui, mais de toute manière, dites-vous bien, dites-vous bien que toutes ces questions feront l'objet d'un débat. Et que même au sein de l'équipe de Marine, on a des opinions qui sont parfois divergentes. Hein. Ça veut dire qu'avec Gollnisch, par exemple, vous n'êtes pas trop d'accord. Ah, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Pas du tout d'accord. Bon, on n'est pas totalitaire. Et lui, il est raciste, antisémite. Mais il y a quelque chose. Non, mais je vous demande, parce que vous me dites personne, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec lui? Vous avez un détecteur à Non, racisme? pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Vous avez un appareil qui vous permet de... Bon, alors bon... Je vous demande. Non, mais je ne suis pas d'accord. Mais je ne suis pas d'accord parce qu'il a des positions sur l'avortement qui ne sont pas les miennes. Bon, par exemple, bon, voilà, il a des positions sur la peine de mort qui ne sont pas les miennes. Bon, mais il a le droit d'avoir ses idées. J'ai pas dit le contraire. Mais moi, je ne les partage pas. Par exemple, je ne veux pas qu'on revienne sur la loi relative à l'avortement. Et à la peine de mort non plus, c'est ça? La peine de mort, je suis absolument contre. Et je remercie Marine, de ce point de vue-là, de faire appel au référendum pour que les Français se prononcent. Alors Nicolas Sarkozy a aussi un autre thème important, là, depuis la semaine dernière. Cette idée qu'il y a de l'assistanat en France, quoi. Il a prononcé cette phrase cet après-midi. C'est lui qui l'a mis en place pendant 5 ans. Bon, il sait de quoi il parle. On oublie, dit-il, que ceux qui ne travaillent pas sont toujours à la charge de ceux qui travaillent. Il voudrait obliger plus les chômeurs à se former, les obliger davantage à prendre un travail, etc. Ce thème de l'assistanat, qui n'est pas toujours dit comme tel, mais qui existe, qui est là dans le débat, qu'est-ce que vous en pensez, Gilbert Collard? Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie politique sans idéologie sur l'assistanat. Il faut qu'on ait un corps d'inspecteurs de la lutte contre les fraudes aux assistances sociales. Voilà. Parce qu'il y a trop d'abus. Vous connaissez le montant de la fraude à la sécurité sociale. Bon, on s'est laissé submerger par de l'idéologie, pire, par de la phraséologie, souvent médiatique. Bon, on ne peut plus se laisser piller. Donc, quand des gens ont besoin d'être assistés, si la localisation de leur misère démontre qu'on doit les assister, il le faut, mais ça ne peut plus être un diktat d'une morale médiatique ou d'une mode médiatique. Parce que la France ne peut plus. 1700 milliards, oui. Vous le savez, on se répète constamment, 50 milliards par an de taux d'intérêt. Et la mécanique ne s'arrêtera pas. Et Marine Le Pen souhaite donner 200 € oui. à ceux qui ont les revenus les plus modestes, qu'on estime à peu près à 20 milliards. Oui, absolument, oui. Donc ça, c'est pas du tout de l'assistance. Mais écoutez, vous voulez priver les Français... Non, je vous demande, c'est une question neutre, idéologiquement neutre. Mais écoutez, notre posture politique, elle est simple. On veut favoriser les Français. Voilà. Bon, Nicolas Sarkozy, pendant 5 ans, n'a rien fait pour aider les pauvres, n'a rien fait pour aider les chômeurs. Il a été, avec la complicité du Parti socialiste, du reste, l'ami de la grande finance, parce qu'ils ont mis ensemble les systèmes qui font qu'à l'heure actuelle, c'est la finance qui nous gouverne. Bon, nous, c'est notre objectif. Bon, alors, évidemment, on se fera insulter, on se fera traiter de tous les noms, mais il n'y a pas de méchanceté dans notre démarche. Il y a simplement l'idée qu'un Français, par exemple, à compétence égale avec un étranger, mais qu'il soit russe, je m'excuse pour mon ami qui est d'origine russe, qu'il soit russe ou qu'il soit d'une autre nationalité, eh bien, à égalité de compétences égales, on veut donner le travail, le logement aux Français. C'est une loi qui est d'origine socialiste. C'est la loi d'août 32. Bon. C'était le temps où ils aimaient le peuple. On ne va pas refaire l'histoire. Ah ben on ne refait pas l'histoire, l'histoire on ne la refait pas, elle est où elle n'est pas. Sur la finance, là. Oui. Vous avez accusé le PS et l'UMP finalement d'avoir mis en place un système qui la favorise, en dépit de tout ce que François Hollande peut dire contre son adversaire, la finance, depuis quelque temps. Il y en a un autre qui a la finance comme ennemi,
et c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors c'est un peu aussi un autre ennemi public, n'est-ce pas, de Marine Le Pen. Lui, les numéros disparus. Lui. Si l'on en croit son vocabulaire cru, cinglant, Jean-Luc Mélenchon veut chasser le Front National des terres de l'électorat populaire et il cogne. Agathe Lanté et Mathieu Despiau ont passé la semaine à ses côtés. Regardez. C'est une maladie, la démence, c'est pas une injure. Bon. Marine Le Pen, une semi-démente. Quelle mouche l'a donc piqué? Jean-Luc Mélenchon agite le spectre du Front National pour récupérer l'électorat ouvrier. Le plan d'austérité a été voté dans la nuit en Grèce par le Parlement. Vous voulez dire aussi la barbarie? Ça rimerait. Rassemblement de soutien au peuple grec à l'appel des forces de gauche. Union européenne, agence américaine. Mais un invité surprise va créer l'incident. Personne n'a le monopole. Le candidat souverainiste à la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan. Vous voulez dire, monsieur Dupont-Aignan? Il se fait sortir à coups de jet de clémentine. Attention, hein. Ils n'ont pas le monopole du soutien au peuple grec. À 2 mois de la présidentielle, tout le monde se bat pour gagner le cœur du peuple. Et en premier chef, Jean-Luc Mélenchon. La meilleure manière d'être solidaire avec le peuple grec, c'est de repousser à Paris le mécanisme européen de stabilité. Solidarité avec le peuple grec. On va encore dire que vous vous adressez au peuple? Ben oui, en effet, à qui voulez-vous que je m'adresse? Parce que les autres n'entendent rien. Voilà maintenant des mois et des mois que nous mettons en cause la politique européenne, qui est un désastre que tout le monde peut constater. Et il semble qu'on parle à des gens qui n'entendent rien, ne veulent rien savoir. L'élite contre le peuple. C'est aussi le credo de l'extrême droite. Et du peuple au populisme, il n'y a qu'un pas. La presse étrangère ne s'y trompe pas. Plusieurs journalistes voulaient le rencontrer. Le candidat tient ce matin conférence de presse. Quelle est votre stratégie pour combattre Marine Le Pen? Il veut rediaboliser le Front National. Je suis très fier d'avoir réussi à gâcher la campagne électorale de la famille Le Pen. Maintenant, tout le monde sait qu'il y a au moins une personne qui pense que la dédiabolisation n'est pas possible parce qu'elle est le diable, c'est-à-dire le mal. Marine Le Pen, sa meilleure ennemie avec qui il partage le même terrain, les couloirs du Parlement européen. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Une caméra les a même surpris l'année dernière en plein échange courtois. Nous le retrouvons cette fois interpellé par un camarade espagnol. C'est moins compromettant que Marine Le Pen? Mais moi, je salue beaucoup de monde. Lui, c'est un camarade du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, mon œil ouvrier. Enfin bon. Vous avez fait mal, ça, cette séquence-là avec Marine Le Pen? C'est-à-dire que ça m'a blessé, comme tous les épisodes où on a essayé de m'assimiler à elle. Ce qui a été fait d'une manière absolument ignoble, notamment par Plantu. Mais moi, si je croise Madame Le Pen, je lui dis bonjour parce qu'elle passe au même endroit que moi, on en est question pendant 6 mois et on dit « Ah, ils s'entendent entre eux ». Voilà. Alors du coup, vous avez redoublé après cet épisode Non. Je ne suis pas comme le Front National. Non, madame, laissez tomber, ça c'est vos trucs à la noix, là. Pas rancunier, mais toujours un peu bougon. Nous le retrouvons donc dans cette maison de santé du Neuhof, un des quartiers les plus sensibles de la banlieue de Strasbourg. Marine Le Pen y était justement il y a 3 jours, car ils ont la même cible, l'électorat des quartiers populaires. Il y a une personne qui m'a dit un jour, elle m'a dit « Ce que vous devez savoir, monsieur Mélenchon, c'est que être pauvre, c'est une occupation à plein temps. » Mais à Marine Le Pen, qui veut supprimer toute aide médicale et limiter la couverture maladie pour les étrangers, Jean-Luc Mélenchon oppose un discours moins amer, un meilleur accès aux soins pour les plus pauvres. Quand elle parle immigration, il riposte social. Oui, je veux lui pourrir sa campagne, c'est tout à fait évident. Pour lui, la fille Le Pen est une semi-démente, et plus encore. Si je faisais du freudien et que je me reporte à ce que Wilhelm Reich a écrit dans un très beau livre qui a été écrit dans les années 1930, qui s'appelle « Psychologie de masse du fascisme ». Et Wilhelm Reich explique que le mythe de la pureté de la race est quelque chose qui découle du refus freudien d'accepter l'idée que papa et maman font l'amour ensemble. Il reste 2 mois de campagne. Jean-Luc Mélenchon espère rallier une partie des 28% d'ouvriers qui se disent prêts à voter Le Pen
contre 9% pour lui. On reviendra peut-être sur ces métaphores sexuelles. Vous en avez aussi parfois pour parler de la politique. Mais d'abord, j'aurais vous faire réagir à la phrase de Jean-Luc Mélenchon. « Je suis fier d'avoir gâché la campagne de la famille Le Pen. Au moins une personne sait, c'est-à-dire lui, que la dédiabolisation n'est pas possible. Car elle, c'est-à-dire Marine Le Pen, est le diable, c'est le mal. » Oui. Qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, bon, notre marin national, là, dans sa baignoire à tempête, je ne sais s'il se masturbe d'une manière freudienne en pensant à Marine, mais elle a vraiment l'air de l'obséder. Vous me direz, quand je le regarde, ce cher Mélenchon, il a un peu la tête de l'exorciste dans le fameux film, vous savez, oui. Il a une vocation religieuse rentrée avec sa petite cravate rouge. Il pourrait faire une reconversion dans l'Église catholique comme exorciste. Bon, cela Lui étant qui dit, était quand même un anticlérical. voilà, c'est très drôle. Pur et dur. Cela étant dit, Oui. n'oublions quand même pas, pour recadrer les choses, que ce révolutionnaire improvisé a été membre du Parti socialiste pendant 30 ans, qu'il a été élu plus jeune sénateur socialiste grâce au Parti socialiste, et qu'il est en train de tricoter son strapontin qu'il aura si M. Hollande, ce que je ne souhaite pas évidemment, était élu. Bon, il fait partie du spectacle, lui, voilà. Je crois, si je ne me trompe pas, si je me trompe, vous rectifierez, qu'il a 2% du vote des ouvriers, d'après les sondages. Bon, donc, qui continue, notre marin national... 9% en général. Moi j'ai lu 2, bon. Qui continue à barboter dans sa baignoire. Le vote ouvrier, c'est pour vous? Oui. C'est ce que vous dites là? Je pense vraiment que le vote ouvrier est pour nous, parce que les ouvriers ont compris qu'on ne peut pas aimer le peuple si on ne privilégie pas la France. Parce que le peuple, il est partie intégrante de la France. La France, je voudrais qu'on y revienne juste un instant là. Vous avez parlé de Mélenchon religieux, c'est comme ça. Mais il dit exorciste, Et vous? c'est pas moi. Et Oui, vous? oui. Je voudrais juste savoir, vous êtes croyant? Oui, je suis croyant. Chrétien? Oui. En même temps, vous êtes franc-maçon, Oui. mais pas de l'obédience Grand Orient, plutôt Grande Loge nationale de France. Moi, Donc c'est pas été, gênant avec le christianisme, c'est ça? Non, pas du tout, non, puisqu'on prête serment sur les évangiles. Hein. Bon. Donc il n'y a pas d'antinomie entre les deux. Je ne suis pas pratiquant, parce que beaucoup de curés m'exaspèrent, parce que j'ai du mal à me retrouver dans le désordre de l'Église. Mais disons que je ne voudrais pas, compte tenu de ma position politique, m'accaparer quelqu'un que j'ai adoré, mais j'ai quand même écrit une biographie de Sœur Emmanuelle. Hein, seule biographie qui a été préfacée par elle. Bon. Et elle m'a ramené dans la foi. Voilà. Bon, j'en dirai pas plus parce que c'est la vie privée. Vous pensez que la France, c'est la fille aînée de l'Église, quoi? C'est très important, l'héritage chrétien. C'est pas que je le pense, c'est que je me réfère à Malraux. Quand on lui demandait qu'est-ce que la France, il a répondu c'est la chrétienté et la révolution. Hein. Bon, voilà. Alors, comme j'ai beaucoup d'admiration pour Malraux, que ce soit le Malraux du discours de Dakar sur l'Afrique, que Sarkozy aurait bien fait de lire, ou le Malraux du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, je me réfère à lui. Et c'est vrai, la France, comme le dit Malraux, c'est la chrétienté et la révolution, ce qui est complètement antinomique, mais être français, c'est être contradictoire. Hein. Est-ce qu'il y a une place dans ce pays pour une autre religion, une deuxième religion, l'islam? Mais il y a la place dans ce pays pour toutes les religions, du moment qu'elles respectent la neutralité républicaine. Vous voyez, moi, je n'accepte pas trop le terme de laïcité. Je sais qu'il est beaucoup employé, mais je me réfère aux pères fondateurs de la Troisième République. Hein. Eux, ils parlaient de neutralité de l'État. On doit avoir, dans la vie de tous les jours, une neutralité absolue. De Gaulle, par exemple. Donc c'est ça la loi de 1905. Oui, c'est ça. C'est la neutralité, parce qu'on fait aujourd'hui de la laïcité un instrument de combat, alors que c'est nier la laïcité que d'en faire un instrument de combat sans la neutralité. Il faut que l'État soit neutre. Et c'est pas le cas en ce moment? Écoutez, quand M. Delanoë invite des musulmans pour rompre le jeûne, et qui n'invite pas des juifs, et qui n'invite pas des catholiques, et qui n'invite pas des protestants, je ne vois pas où est la neutralité de l'État. D'accord. Vous pensez que la neutralité de l'État en matière religieuse est en danger, là? Ah oui, je le pense véritablement. C'est-à-dire qu'il y a une islamisation de l'État, j'essaie de comprendre. Hein. Ah, mais à quel moment ai-je prononcé le mot? Non, mais j'essaie de comprendre ce que vous voulez dire. S'il n'y a plus de neutralité de l'État, ça veut dire qu'il y a quoi, un flirt avec une religion? Expliquez-moi. Je suis très attentif à ce que vous dites. Expliquez-moi. Je suis très attentif. À quel moment, sinon dans votre inconscient,
Ai-je parlé d'islamisation? Vous m'avez dit qu'un représentant important politique invitait des musulmans et pas d'autres religions, ben voilà, ce qui était une rupture de neutralité de l'État. Donc je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas de neutralité? Non, voilà. mais non, Moi, mais j'ai mal ce sont vos compris. fantasmes, ça. Mais Expliquez-moi. non. Moi, je dis que bon, imaginons que Delanoë ait invité des cathos pour la Pâques, pour Pâques. J'aurais été scandalisé. J'aurais dit, mais pourquoi n'invite-t-il pas les représentants des autres cultes? C'est ça, la neutralité. Il faut qu'on ait un État neutre de ce point de vue-là. Bon. Et on est loin d'y être. On est loin d'y être, parce que pendant les 5 années de gouvernance sarkozyste, on a vu le communautarisme s'installer, et le seul moyen de combattre cette fissure dans l'unité nationale, c'est la neutralité. On se vaut tous. Voilà. Alors, Marine Le Pen, hier à la Convention, a déclaré que l'essentiel des viandes que nous consommons était halal. Elle dit qu'elle a les preuves disponibles des services vétérinaires. Et le ministère de l'Agriculture, pour l'instant, a démenti. J'ai lu le communiqué. Il n'a pas franchement démenti. Il n'a pas franchement démenti. Il a botté en touche. Alors bon, elle a des preuves, elle les produira. Moi, je l'ai entendu hier quand elle le disait. Je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec elle. Mais comme c'est quelqu'un de très sérieux et de très méthodique, je pense que si elle l'a dit, c'est qu'elle va pouvoir apporter les preuves. Bon, halal, ça veut dire qu'il y a eu une bénédiction des rites musulmans. Vous pensez que c'est vrai que l'essentiel des viandes que nous consommons ont subi ce traitement religieux? Alors, mais objectivement, je n'ai pas les éléments de preuve pour vous le dire. C'est bien de lancer cette polémique, c'est juste, c'est un combat à mener. Il s'agit de savoir ce qu'on veut, où on veut une société républicaine qui respecte les principes de laïcité, de neutralité. Société à l'intérieur de laquelle on pourra tous vivre en se respectant parce qu'on n'a pas davantage d'ordre religieux par rapport à d'autres. Il ne faut pas l'accepter. Vous avez déjà mangé de la viande halal? Oui, je mange, ça ne me dérange pas du tout. Mais imaginez par exemple qu'on décide demain qu'il faut manger du poisson tous les vendredis. Vous l'accepteriez? Même si vous aimez le poisson? Vous l'accepteriez? Mais répondez, vous l'accepteriez? À l'obligation alimentaire, je n'accepte pas. Voilà, on est exactement... En l'occurrence, on peut défier beaucoup de gens de reconnaître de la viande halal avec de la viande non halal. Mais c'est une question de fonctionnement du respect des mécanismes de neutralité. Pas plus que je n'accepterai qu'on m'impose de manger du poisson le vendredi. Moi, j'aime pas le poisson, vous me direz, donc j'aurai pas de mal. Je n'accepte qu'on m'impose de manger une viande qui est signalée par quelque religion que ce soit, sans que j'aie vraiment la moindre animosité contre cette religion, parce que je pense que aimer Dieu, c'est mieux qu'aimer le diable. Donc vous croyez en Dieu et au diable? J'écoute Mélenchon, moi. Non, mais vous. Vous? Moi, je crois en Dieu, oui, bien sûr, oui. Oui. Alors, la politique... Je crois en la musique, je crois en la poésie, je crois en plein de choses. Bon, on va repartir un petit peu sur les propos qui ont été tenus par Marine Le Pen pour voir comment vous vous situez par rapport à eux, puisque hier, il y a eu ce grand rassemblement du Front National à Lille, ponctuation importante de la campagne. Quelle ambiance, quelle thématique, quel style? Regardez, Clémence Delabaume et Stéphane Lopez étaient sur place. Hier, pour Marine Le Pen, ce n'était pas une montée du tapis rouge, mais du tapis bleu marine. Un grand jour, l'occasion de regagner des points dans les sondages. Il y a quelques mois, on l'a donnée au second tour. Aujourd'hui, elle est doublée à droite par Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, c'est l'occasion de remonter la pente face à Sarkozy. Bon, j'ai pas l'impression d'avoir descendu la pente. Vous savez, une campagne présidentielle, c'est un certain nombre de séquences. Et croyez-moi, celle qui s'ouvre va être passionnante. Sereine Marine Le Pen. Donnez-moi d'abord un jus de fruits pour commencer. Pourtant, son rival Sarkozy joue depuis 7 semaines sur le même terrain, l'appel au peuple. Une droitisation de sa campagne à laquelle le Front National ne goûte guère. Nicolas Sarkozy n'en a que faire de défendre le peuple français, n'en a que faire de cette majorité invisible qu'il a fait tant souffrir pendant 5 ans, que la seule chose qui l'intéresse, c'est encore une fois de défendre la caste à laquelle il appartient. Haro sur Nicolas Sarkozy. Le FN sonne la charge. Pas question de le laisser rééditer 2007, pas question de le laisser siphonner l'électorat d'extrême droite. Vive Marine, vive la France, vive le
Et Jean-Marie Le Pen en sait quelque chose. Il était génial. Oh, génial, et beaucoup dire. Qu'est-ce que vous dites à cet électorat qui pourrait être tenté de voter de nouveau pour Nicolas Sarkozy comme en 2007 ? Oh, je leur dis, écoutez, j'ai confiance en vous. Je sais que vous n'êtes pas sots. Vous n'avez qu'à regarder ce qu'il a fait et regarder ce qu'il promet. Et la différence vous convaincra qu'il faut voter Marine Le Pen. Il n'est pas crédible en candidat du peuple ? Non, oh mon Dieu, c'est presque une gageure. Se présenter en candidat du peuple quand on est le candidat du Fouquet's, c'est assez gag tout de même. Quand Jean-Marie Le Pen raille le président sortant, d'autres ici n'ont pas le cœur à rire. En 2007, ils ont voté Sarkozy, ils ont cru en lui et aujourd'hui, plus rien, sinon le désespoir. Ras-le-bol. Pour leur expliquer ce qu'est le patrimoine faunistique, pour leur expliquer ce que je veux vivre la victoire de Marine. Ce département, là, cette année, c'est le moment opportun. Ça changera tout. Tout. Et Marine Le Pen de requinquer ses troupes, discours de clôture de sa convention, la candidate du FN se livre à un violent réquisitoire contre Nicolas Sarkozy. Halte aux imposteurs, halte aux menteurs. Vive la saine révolte du peuple de France, la révolte populaire que j'incarne. Le 22 avril prochain, peuple de France, mettez à Nicolas Sarkozy un carton rouge. Ovation. Gonflée à bloc, la candidate du FN contre-attaque. Elle met du rouge dans son discours bleu marine. Bon, quand même, Jean-Marie Le Pen, il est encore au milieu de tout cela. Hein. Oui. C'est dommage. Non, pourquoi ça vous dérange? Non, vous, ça vous dérange? Non, mais c'est qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse quand on le kidnappe? Et vous, vous auriez envie de kidnapper? Mais pas du tout. Moi, je vous dis, j'ai avec Jean-Marie Le Pen, alors là, pour le coup, il faudra appeler le professeur de psychiatrie Mélenchon, qui voit des fous partout. J'ai un peu les mêmes relations avec mon père, qui était un homme qui a fait une manie, il est irréprochable sur toutes les questions de la Seconde Guerre mondiale, et qui était un emmerdeur, parce qu'il avait ses idées sur la guerre d'Indochine, sur la guerre d'Algérie, on n'en finissait pas de s'engueuler. Et puis, après sa mort, je me suis rendu compte que finalement, j'avais été un imbécile, parce que j'aurais dû accepter qu'il ait participé à l'histoire, quoi. Voilà, bon. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, si on a 30 secondes encore ou pas... Oui. Bon. Après, on va parler de sécurité. Oui. Allez-y. Bon, je voudrais quand même rappeler aux électeurs que, quand il a été élu, le transformiste, il a fait venir Kouchner au gouvernement. Il a nommé Jacques Lang comme arbitre de la révision constitutionnelle. Il a fait venir Éric Besson. Il a confié une mission à Jacques Attali. Il a diminué tous les crédits affectés à la sécurité publique, ainsi de suite. Il a supprimé la double peine. Il a été favorable au vote des étrangers. Non, mais attendez. Vous avez vu, quand je dis à Cortex de s'en aller, je lui dis... le rappeur. Allez-vous-en, monsieur. Je lui dis pas qu'à ce pauvre con. Bon. Mais là, il se fout de notre gueule, quoi. Vous dites dégagez, monsieur. Dégagez, monsieur. Voilà, je lui dis pas dégagez, pauvre con. Bon. Mais là, franchement, il se fout de nous, quoi. Il se fout de nous. Bon, on va parler de sécurité pour savoir si vraiment le programme de Marine Le Pen aujourd'hui serait tout à fait la révolution par rapport au hasard à celui de Nicolas Sarkozy. Alors les questions de sécurité, vous le savez, ne sont jamais loin dans cette campagne, parfois reliées, notamment dans votre camp, au thème de la présence étrangère dans notre pays. Eh bien, pas toujours. Pas toujours. C'est très bien, on va pouvoir en parler. Ne soyez pas systématique. J'ai dit parfois. Vous avez dit parfois, c'est vrai. Oui. Excusez-moi, vous l'avez dit. Oui, en effet. C-Politique a voulu ouvrir un dossier pour en parler sereinement, si possible, celui des mafias et des réseaux étrangers d'Europe centrale, notamment, dont elles s'alimentent parfois. Élisa Coudray, Yvan Vastio et Frédéric Poussin. 9h30, cour d'assises de Bobigny. Dans quelques minutes, va s'ouvrir le procès de 2 proxénètes serbes. Pendant 4 jours, enquêteurs et avocats vont se relayer pour raconter le calvaire des victimes. 3 jeunes femmes forcées à se prostituer, séquestrées, torturées. L'une d'entre elles n'y survivra pas. C'était des violences très pénibles, puisqu'on a coupé des doigts, on a planté des clous sous les ongles, on les enfonçait à coups de marteau, à brutalité.
Et à tel point qu'un témoin, au passage de ces brutalités, qui a pu les voir, les constater, nous a dit j'ai pu retrouver des corps bleus, complètement inertes et ne souffrant plus tellement ils avaient été battus. On est en train de découvrir tout un monde de violence, un monde de trafiquants, un monde de proxénètes. On achète des filles en Italie. Les gens renvoient de l'argent en Serbie, renvoient de l'argent en Suisse. On ne sait plus tellement où on en est. Les protagonistes ont plusieurs noms, plusieurs passeports. On ne sait plus qui fait quoi. Les jurés mettront 5 heures à délibérer. Vendredi soir, le verdict tombe. 30 ans de réclusion criminelle pour chacun des 2 accusés. Un réseau démantelé. Mais combien sévissent encore sur le territoire français? À Nanterre, dans les locaux de la direction centrale de l'APJ, travaille le CIRASCO, un service unique en France créé en 2009. Une vingtaine d'agents chargés de centraliser toutes les informations sur ces groupes criminels organisés. Ce que vous voyez à l'écran là, c'est sur un groupe criminel donné, avec des personnes physiques identifiées, des biens, des liens entre eux, des coopérations entre organisations criminelles nationales et internationales. Des réseaux venus d'Asie, d'Afrique, d'Europe de l'Est. Depuis une dizaine d'années, la criminalité organisée n'a plus de frontières et s'implante un peu partout en France. On a globalement 3 étapes. La première, c'est la survie, on va dire, c'est-à-dire la composition d'un petit groupe de 10 ou 20 individus qui commencent dans une niche criminelle qui ne gêne pas d'autres criminels qui sont déjà implantés, pour ne pas entrer en compétition avec eux et qui se livrent, par exemple, à de la délinquance d'appropriation. Rapidement, en 2-3 ans, on constate qu'ils atteignent un niveau 2, c'est-à-dire qu'ils ont réglé leurs problèmes financiers initiaux, ils s'installent et ils commencent à acheter des petits commerces, souvent des petits débits de boissons, des restaurants ou des garages, à multiplier donc leurs activités. La phase 3 étant l'implantation sur le territoire français des structures supérieures de l'organisation, c'est-à-dire des parrains, des chefs et de leurs lieutenants. Aujourd'hui en France, un quart des faits relevant du crime organisé sont l'œuvre de ces réseaux étrangers. Bon, donc là, il y a tout un organisme spécial chargé de lutter contre ces mafias. Vous avez l'impression qu'on lutte mal contre ces problèmes-là? Vous pensez que si Marine Le Pen était au pouvoir, il paraît d'ailleurs que vous seriez son ministre de la Justice, ça dit-on. Mais bon, il y a aussi la question du ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous feriez de mieux? Écoutez, moi je constate que depuis 2005, il y a 19 000 postes de policiers et de gendarmes qui ont été supprimés. Bon. Je constate qu'il y a une perméabilité totale aux frontières. Et que là, déjà, on a 2 éléments déterminants de cette montée de la criminalité. Bon. Il faut que l'on rétablisse d'une manière efficace un certain contrôle aux frontières parce que cette criminalité, elle profite directement, et ça tous les policiers le savent, de la perméabilité due à l'espace de Schengen. Bon. Donc il faut suspendre, ce qui d'ailleurs, il y a des clauses qui le permettent. Il y a des clauses qui le permettent. L'application de Schengen. Il faut qu'on ait le courage d'en discuter. Comme ça ne suffit pas de montrer le visage balafré des victimes. Il faut prendre des solutions. Bon. Et puis, dans un État où l'insécurité sévit à ce point, enfin, je rappelle, sans vouloir casser la tête des téléspectateurs et des chiffres, qu'il y a eu plus de 45% de violences commises contre les personnes. Bon. Donc on est dans une progression 45% de quoi, vous voulez dire de violences aux personnes depuis 2002. Bon, donc on est dans une progression constante des violences. Bon. Alors il faut qu'on donne aux forces de l'ordre les moyens de travailler. Et ce n'est pas en démantelant les casernes de gendarmerie, c'est pas en diminuant les effectifs de police qu'on y arrivera. Le PS aussi veut créer plus de postes de policiers et de gendarmes. Mais il arrive quelquefois que le PS regarde ce qu'on fait et qu'il nous copie. Hein. Bon, ça peut arriver. Hein. On a bien copié les radicaux socialistes avec la préférence nationale. Bon. Donc il faut un vrai consensus sur la lutte contre la délinquance. Et puis il faut donner aussi, écoutez, moi j'ai écouté Nicolas Sarkozy dans son discours parler de la sécurité. Mais enfin, je me disais, mais il ose. Et je pensais au père de cette policière, je le connais puisque je m'occupe de l'affaire, qui a été tuée d'un coup de sabre à Bourges. Elle n'avait même pas un taser pour se défendre. Vous vous rendez compte? Bon. Et il ose dire qu'il a été l'homme de la sécurité. Bon. Donc il y a toute une question de moyens, mais même de petits moyens à mettre en place pour permettre aux policiers de faire leur boulot convenablement. Cette jeune femme, si vous permettez que j'évoque 30 secondes ce drame, on s'est demandé pourquoi elle avait
tardé à réagir. Mais parce qu'elle se demandait si elle pouvait réagir, si elle était dans le cadre de la légitime défense. Bon, il faudrait donc qu'on en arrive aussi à donner aux forces de l'ordre le moyen de riposter après une sommation. Alors ça, je suis quand même très étonnée de ce que vous dites là. Marine Le Pen l'a dit sur ce plateau en décembre, qu'il y avait quelque chose d'un peu inhibé dans les forces de l'ordre. Bon. Mais de vous, ça m'étonne beaucoup, parce que vous êtes quelqu'un dans votre vie qui avait souvent dénoncé les bavures, les violences policières. Vous voulez même qu'il y ait un peu un contrôle judiciaire sur ce qui s'y passe. Vous avez demandé, alors aussi concernant l'armée, vous l'avez obtenu, qu'une instruction s'ouvre à propos de la mort de 10 soldats en Afghanistan et des ordres qu'ils ont reçus. Donc, que ce soit l'armée, la gendarmerie, la police, vous voulez un droit de regard judiciaire là-dessus. Tout à fait. Vous êtes sensible à la bavure, aux excès de confiance en soi. Je suis un partisan des contre-pouvoirs. Je veux qu'il y ait partout des contre-pouvoirs. Vous croyez qu'ils vont être désinhibés, les policiers, s'ils sont non, mais attendez, contrôlés comme vous le souhaitez ? Êtes armé, si quelqu'un entre dans cette pièce, armé d'un sabre, qu'il y a un fonctionnaire de police qui dégaine et qui lui dit « jetez votre sabre ou je tire »,« jetez votre sabre ou je tire », 3 sommations, hein. « jetez votre sabre ou je tire », et qu'il tire, vous lui en voudrez s'il vous évite de prendre le coup de sabre dans le ventre ? C'est pas moi qui réponds aux questions. Non, mais c'est pas à vous que je m'adresse, c'est aux gens qui sont derrière vous, encore une fois. Silence normal. Encore une fois, voilà. La réalité, elle est là. Mais il n'empêche que je ne pardonnerai aucune bavure. Je ne pardonnerai aucune humiliation. Mais ce n'est pas parce qu'on donne aux forces de l'ordre le moyen de se défendre qu'on doit tolérer d'elles les abus. Comment peut-on faire un lien, une équation entre le moyen qu'on donne de se défendre et les abus systématiques? Je veux dire, c'est avoir quasiment une vision péjorative des policiers. D'accord, alors prenons l'armée. C'est quand même très compliqué. Si un général, au moment où il donne un ordre, évidemment qu'il y a des risques et des risques humains, il se dit, surtout avec Gilbert Collard, il y a un risque quand même qu'une instruction soit ouverte sur les ordres que je donne, etc. Vous maintenez cela? Monsieur, bien sûr que je le maintiens. Je le maintiens parce qu'on n'est plus à l'époque du général Nivelle, où un abruti à galon peut envoyer des millions de soldats se faire tuer. L'affaire d'Ouzbine, c'est quoi? C'est qu'on a envoyé des soldats se faire tuer sans leur donner les moyens de se défendre pour une opération militaire qui n'avait aucune utilité, qui aurait pu être... écoutez... Quand je demande, moi, je ne connais pas le dossier. Non, mais je prends très bien la question. Hein. Bien évidemment, bon, il s'agissait de montrer qu'on était là. On pouvait attendre 24 heures ou 48 heures ou 3 jours. Quand vous pensez que l'hélicoptère qui aurait dû assurer la surveillance aérienne, il était utilisé pour promener un de ces mangeurs de petits fours qui vont faire le tour des opérations. Bon. Et que le chef de bataillon qui devait être là était dans l'hélicoptère, qu'il n'y avait pas de drone, que les gilets n'étaient pas adaptés, que les liaisons radio ne fonctionnaient pas. Bon, on n'envoie qu'un soldat meurt au combat. C'est son destin. Mais encore faut-il qu'on lui donne les moyens de se défendre et de ne pas se faire égorger dans un guet-apens. Et au FN, ils pensent quoi de cette idée-là, d'aller ouvrir des instructions contre l'armée, contre la police, etc. Marine a trouvé que c'était très bien. Et un commando, il va quand même avoir un peu des inhibitions avant d'envoyer... Mais pourquoi des inhibitions? Si un commando... Il dira, attendez, je vais consulter mon avocat. Mais non, c'est pas ça, c'est réducteur. Si un commando... Si demain, on est en situation de défendre le sol de la patrie, il est bien évident qu'on ne va pas se poser de questions, mais là, dans ce cas particulier, d'une guerre qui n'est pas la nôtre en plus, qui est la guerre des Américains, bon, on envoie des soldats sans leur donner les moyens de se défendre. Alors, ce n'est pas l'armée qui est en cause. Je le dis, ce n'est pas du tout l'armée qui est mise en cause. C'est 2-3 personnes qui ont organisé l'opération. Il reste très peu de temps, puisque vous êtes pressenti comme étant le futur ministre de la Justice de Marine Le Pen, si elle gagne cette élection. Les peines planchées, tout ça, vous allez maintenir? Oui, mais moi je suis partisan de renforcer le pouvoir des jurys. Par exemple, en ce qui concerne les libérations conditionnelles des gens condamnés à la perpétuité, je veux qu'il y ait un débat devant un jury. Je veux qu'il y ait un débat devant un jury. Je veux que l'on renforce la capacité de raisonnement des juges. Je veux qu'on introduise la criminologie à côté de la psychiatrie pour qu'on puisse avoir une vision beaucoup plus moderne du crime.
Et je veux surtout que l'on ait des places dans les prisons pour mettre les gens qui sont condamnés et que l'on ne maintienne pas cette loi qui fait que des gens condamnés à 2 ans de prison ne vont pas en prison. Parce que les victimes ne comprennent pas. Bon, à l'heure actuelle, il y a 80 000 peines qui ne sont pas exécutées. Bon, et dites-vous bien que ces peines sont prononcées au nom du peuple français. Ce qui veut dire que le peuple français, on s'en tape. Bon, on ne peut pas faire là, on n'a pas le temps de faire un grand développement sur la justice. Une autre fois. Une autre fois, peut-être. Je voudrais vous demander tout de même, pour terminer, vous avez déclaré tout à fait au début dans le portrait qui a été fait de vous, j'ai été fait tellement cocu par la politique. Sur ce coup-là, vous êtes sûr de ne pas vous faire cocufier, quoi? Ben, je serais content. Je ne vous crois pas. Vous avez peut-être raison. J'ai peut-être raison. Il y a un risque, là. Ah non, pas du tout, non. Quel risque? Où est le risque? Je vois pas. Éclairez-moi. D'être trahi une fois de plus, pas être content, alors, déçu, écoutez, amer. Écoutez, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que Marine est une femme loyale. Voilà. J'en suis sûr. Alors peut-être que dans quelque temps, vous pourrez me ressortir mon propos, mais je crois en sa loyauté parce que je la vois vivre et je la vois aimer la France. Merci, parce que ce sera le dernier mot. Le temps s'est écoulé. Merci, merci à vous de m'avoir invité. Gilbert Collard, d'avoir été notre invité. Merci à vous tous de nous avoir suivis.